Bonjour, bienvenue au château de Gruyère. Là, nous sommes en Suisse, vraiment à mi-chemin entre Genève et Zurich, dans le canton de Fribourg. Vous allez voir que c'est un château qui a 8 siècles d'histoire. Il a été fondé à la fin du XIIIe siècle par les comtes de Gruyère, qui en ont fait leur résidence principale. Et ces comtes qui se sont succédés ici à Gruyère ont acquis un territoire très important. Et ici, on est vraiment dans le chef-lieu, on va dire nous, de cette famille qui a donné son nom au château, à la cité et à la région actuelle, la Gruyère. Alors je vous invite, on va s'approcher d'ailleurs de la chapelle, qui est une chapelle qui a été construite dans une ancienne tour défensive. Les comtes de Gruyère étaient des vassaux de la maison de Savoie et ils ont repris des modèles architecturaux. Là, on est face à un carré savoyard, donc un carré défensif avec des tours qui défendent à chaque angle les murs. Et cette tour défensive, qui était juste à côté, qui fermait une fenêtre, au XVe siècle, elle a été transformée en chapelle par le comte Louis et son épouse Claude de Seyssel, car ils voulaient vraiment transformer le château fort, en résidence seigneuriale élégante, ouverte, lumineuse. Alors on va un petit peu découvrir son décor. Il nous reste actuellement des traces. D'ailleurs, venez, on va pouvoir rentrer carrément dans la chapelle. Ici, ça résonne déjà comme dans une chapelle. On a cette chapelle avec son abside qui est décorée avec les vitraux du XVe siècle. Ce sont des vitraux qui ont été réalisés en 1482 à Vevey, pas très loin d'ici, par un atelier qui représente d'un côté le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. La chapelle est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Et de l'autre côté, une piéta avec, juste en dessous, un grand médaillon circulaire qui représente en fait les armes du comte Louis et de son épouse Claude de Seyssel. Et on peut le voir également de part et d'autre du blason familial. Nous avons en fait les seules représentations connues de deux comtes, du comte et de la comtesse de l'époque, qui sont vraiment des acteurs très importants. C'est eux qui ont transformé véritablement le château qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, on s'en rend compte très facilement. On va aller dans la cour du château, en passant par une petite porte ce coup-ci. Et comme vous le voyez, là on traverse vraiment une période, on fait un saut historique. Le château du XIIIe siècle, le château fort, fait place à l'intérieur de la cour à une élégante galerie en pierre de taille, avec ses grandes voûtes. Elle reprend un petit peu des modèles architecturaux qu'on connaît au nord de l'Italie ou même en France, notamment à Lyon. Et cette grande galerie est percée de deux séries de grandes fenêtres ouvertes pour apporter la lumière, apporter l'élégance au lieu et surtout faire preuve de la richesse du comte et de la comtesse, car elles sont équipées de verre à l'époque, ce qui est une chose très rare et très coûteuse. Le projet initial était de couvrir l'entier de la cour avec des galeries, mais le projet a dû s'arrêter. Je vous en raconterai un petit peu plus pourquoi après. Là, on va passer dans la cuisine. Ici, on est véritablement au rez-de-chaussée, on est dans l'étage de servitude avec les cuisines, les salles des gardes, probablement l'ancien cellier ou les remises. Et puis on va entrer directement. On va voir où s'affairaient les cuisiniers et les cuisinières des comtes de Gruyère. Alors ici, on est véritablement dans la cuisine du XIIIe siècle, qui est une grande pièce voûtée en briques. On voit l'épaisseur des murs, des grands murs défensifs dans lesquels ont été percés au XVe siècle cette grande fenêtre qui probablement à l'époque était plutôt couverte d'un volet et pas de verre comme pour l'étage seigneurial. On a percé également un four dans l'ancien mur. Et dans cette cuisine, on a encore tous les ustensiles du XIXe siècle. Mais dans cette cuisine, elle nous donne aussi tout de suite une idée de comment était constituée la cour. On va utiliser ce terme des comtes de Gruyère. On voit la pièce n'est pas très grande non plus. Donc on imagine difficilement une grande compagnie occupant l'espace, préparant de la nourriture pour beaucoup de personnes. On a la cuisine de ce côté, et puis là, vous allez voir, on va
rentrer par un drôle d'espace pour aller dans la salle des gardes. Alors pour rentrer dans la salle des gardes, on passe par cette grande cheminée qui est très impressionnante, qui impressionne toujours un petit peu nos visiteurs. C'est un point clé dans cette salle, puisqu'il faut un grand brasier pour chauffer les gardes qui reviennent de leur chemin de ronde, des remparts, et qui arrivent ici. Cette salle, aujourd'hui recouverte par un sol du 19e siècle, c'est un sol un peu particulier, c'est un travail qu'on retrouve souvent dans la région, c'est un travail qui est formé, un sol qui est constitué de galets posés sur la tranche. Ça nécessite beaucoup plus de pierres pour le réaliser, mais ça a l'avantage de proposer moins de surface de glisse en fait, au pied, donc en ça il est intéressant. Mais revenons-en aux gardes, pour vous dire combien c'était important pour eux de retrouver un endroit où ils pouvaient s'installer, se réchauffer et aussi avoir de la lumière pour réparer leurs habits, préparer leur matériel. Donc c'est vraiment un endroit de repos. Et ces gardes gruyériens, ils ont œuvré. Alors peu à Gruyère, parce que le château n'a jamais été attaqué. Il est vraiment installé sur le haut d'une colline avec des pans très escarpés. Par contre, ils ont été mis au service par le comte de Gruyère, au service des rois de France, notamment pendant la guerre de Cent Ans, puis plus tard, pendant 3 grandes batailles qui ont occupé les confédérés suisses. Mais ça, on va le voir un tout petit peu plus haut. Suivez-moi, on va d'abord emprunter l'escalier en colimaçon qui a été réalisé justement à la fin du XVe siècle. Alors, on va progressivement monter d'un demi-étage et aller dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salle de Bourgogne. Comme vous le voyez, en arrivant, on voit tout de suite des armures. On est dans un château. Mais c'est surtout pour évoquer une grande bataille. Une bataille que tous les Suisses connaissent. C'est la bataille de Morat. À la fin du XVe siècle, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, a vraiment la volonté de constituer un royaume. Il a des ambitions et il souhaite aussi prolonger son territoire un peu vers le sud et occuper un peu ce qui est la Suisse actuelle, la Suisse romande, et il décide d'attaquer. À ce moment-là, les confédérés, donc qui sont les représentants des différentes villes, principautés de Suisse, s'allient pour faire face. Et là, c'est une déconfiture. Malgré l'équipement et le nombre d'hommes de Charles le Téméraire, ils sont battus par des petites équipes de confédérés qui prennent le trésor, dit-on aujourd'hui, de Charles le Téméraire, qui est constitué d'habits précieux, de coffres d'or, qui servaient souvent à payer la solde des soldats. Et le duc n'en croit pas ses yeux, il dit « mais c'est pas possible ». Et il pense que c'est vraiment une malchance et il décide en fait d'attaquer une deuxième fois. Ce coup-ci, il attaque la ville de Morat, qui est à quelques kilomètres seulement de Gruyère. Et là, à nouveau, c'est la déconfiture. Les hommes de Charles le Téméraire sont battus par des petites troupes qui sont très mobiles, très efficaces. Ils sont notamment équipés de cet outil-là, qui est une hallebarde. Alors, les hallebardes, ici, c'est des hallebardes de cette époque-là, qui sont un outil inventé par les Suisses au XVe siècle, qui est extrêmement performant. À l'époque, ils étaient souvent sur des manches beaucoup plus longs. Ça permet de percer, couper, frapper. C'est un peu une sorte de couteau suisse déjà à l'époque. Et ces troupes sont vraiment anéanties et poussées vraiment vers le lac de Morat, qui est, dit-on à l'époque, rouge sang. À ce moment-là, les confédérés prennent un grand butin, et notamment les étendards de Charles le Téméraire, et ces 3 manteaux, qui sont des œuvres très précieuses. Ce sont donc 3 chapes, 3 manteaux de cérémonie, qui ont été réalisés au milieu du XVe siècle, probablement pour Philippe de Bourgogne, le père de Charles le Téméraire, qui, on le voit aussi, ce sont des manteaux en velours de soie noire, recouverts de broderies au fil d'or et d'argent, qui représentent à la fois les blasons des différents duchés constituant le duché de Bourgogne, mais aussi les armes de Philippe, qui sont en fait, ce n'est pas une couronne que vous voyez ici, mais en fait un briquet, un fusil
médiévale, outil, objet en métal qu'on utilisait pour frapper le silex et faire jaillir des étincelles pour allumer un feu. Donc vraiment, c'est des objets qu'on préserve ici au château de Gruyère depuis des dizaines d'années et qui font partie de ce butin qui a été pris par les confédérés et qui a enrichi beaucoup d'entre eux. D'ailleurs, à cette époque, on est à la fin du XVe siècle, ça correspond véritablement à l'apogée des comtes de Gruyère. Les comtes de Gruyère ont de l'argent, ils construisent et agrandissent et embellissent leur château, mais ils vivent aussi bon train. Ils envoient leurs enfants à la cour de France et ils vivent même trop bon train. Donc ils commencent à contracter des dettes qui vont être très importantes à un certain moment. C'est-à-dire qu'ils contractent des dettes auprès de petits seigneurs. Et à ce moment-là, la ville de Berne et la ville de Fribourg se rendent compte de la fragilité économique des comtes de Gruyère et commencent à racheter peu à peu les dettes des comtes de Gruyère pour devenir en fait des méga créanciers, dirait-on aujourd'hui, auxquels le comte ne pourra jamais répondre. Et il va vraiment être déclaré en faillite en 1554 et il sera obligé de quitter son territoire et de le laisser aux mains des Fribourgeois et des Bernois qui se les partagent. On va aller justement un peu plus haut, on monte encore d'un étage, on va aller dans la salle des baillis, car les successeurs des comtes de Gruyère, ce seront les baillis de Fribourg. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'est un bailli. Alors ici, on rentre dans la salle des baillis. C'est un décor qu'on a redécouvert à la fin des années 90, derrière des boiseries. Donc les baillis de Fribourg sont en fait les représentants, les administrateurs qu'envoie Fribourg à Gruyère pour gérer la région. Leurs tâches consistent en récolter les taxes, administrer la justice, organiser la vie sociale et économique, plutôt économique de la région, et ils vont aussi développer la production de lait et la production de fromage. Car depuis le Moyen-Âge, on fabrique du fromage de Gruyère, et c'est un fromage qui est très apprécié. Les baillis fribourgeois s'en rendent compte et ils font en sorte d'améliorer les voies d'acheminement du fromage qui va emprunter la route à descendre jusqu'à Vevey. Ici, on est un peu plus en altitude. On va descendre à Vevey, au bord du lac, au bord du Léman. Le fromage va être mis soit en barrique, souvent, mis dans des bateaux qui vont descendre le Léman, arriver à Genève, puis emprunter la voie du Rhône pour arriver à Lyon. Et à Lyon, ils seront vendus sur les marchés internationaux. Donc c'est vraiment les débuts du commerce international du Gruyère s'organisent depuis ici, le château de Gruyère, au XVIIe et au XVIIIe siècle. On connaît le succès qu'a encore le Gruyère AOP aujourd'hui. Alors, cette salle, c'est une salle qu'on doit à Jean-Jacques Joseph d'Alt, un des baillis fribourgeois, qui a fait réaliser ce décor par un atelier régional qui représente une série de colonnades qui entourent la pièce avec des rinceaux végétaux à l'arrière. Et entre chaque colonne est décrite une grue, symbole de la région. Donc on imagine que cette salle était une salle véritablement de travail. D'ailleurs, il y a nombre de graffitis qui sont apposés sur les murs de cette pièce, car on imagine que parfois certains clercs ou certaines personnes de passage aimaient laisser un petit peu leurs traces. Donc on retrouve parfois des noms, des portraits, des petits signes géométriques, parfois la grue. Donc on voit que les gens parfois attendaient un petit peu dans cette salle. Les baillis vont se succéder ici à Gruyère, une cinquantaine d'hommes vont se succéder ici, mais en 1848, le siège administratif de la Gruyère est déplacé à Bulle, la ville qui est à quelques kilomètres de Gruyère, dans un autre château, et le château est mis en vente. À ce moment-là, les premières personnes qui veulent l'acquérir sont des marchands de matériaux, donc ils veulent récupérer les pierres, le bois pour tout simplement les revendre. Donc le château a failli finir comme Cluny, complètement démembré. Mais l'État ne souhaite pas le vendre de cette manière-là. Et lors de la deuxième mise en vente aux enchères, il y a 3 frères qui sont porte-acquéreurs. Ils souhaitent véritablement trouver un espace un peu particulier. Je vous en parle dans la salle suivante, suivez-moi, car on va franchir un nouveau pas dans l'histoire. Ici, on entre dans le salon Corot, qui est une salle un peu particulière. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Donc, je vous parlais des 3 frères, les 3 frères Bovy. Donc Jean-François, dit John, Daniel et Antoine.
décident d'acquérir ce château car ils souhaitent trouver un lieu pour s'installer l'été. Donc ils cherchent une résidence d'été dans laquelle ils vont aussi pouvoir accueillir tous leurs amis, la plupart sont des artistes, pour venir retrouver la nature et fuir la civilisation. Donc ce sont des Genevois qui sont dans l'activité principale et ce qu'on appelle aujourd'hui la micromécanique. Ils fabriquent déjà des pièces pour l'horlogerie à l'époque. Mais ils souhaitent retrouver un coin de nature, quelque chose, un endroit aussi qui soit proche de l'esprit primitif de la Suisse, au pied des montagnes. Et ici, on est justement au pied des préalpes suisses. Cette famille est très proche des idées utopistes du philosophe Fourier, par exemple, et il prône une vie en communauté, où chacun développe ses dons, les enfants, on les incite vraiment à développer. Ils vivent ensemble. Et ils vont vraiment transporter leur colonie artistique ici à Gruyère chaque été en invitant leurs amis. Ce salon est un bon exemple de ce qui a été réalisé ici, notamment par Daniel Bovy, l'un des trois frères. Daniel était un peintre qui est passé par l'atelier d'Ingres notamment, il a été formé à Paris et pris dans un accident sur le col du Simplon, il en revient paralysé, on a conservé d'ailleurs sa chaise, son fauteuil roulant ici, et il est un peu déprimé. Et ses frères l'incitent vraiment à prendre en charge, à devenir le chef d'orchestre du réaménagement, de l'installation à Gruyère. Il y a toute une partie du travail qui est un réaménagement, qui est aussi apporter le confort à Gruyère, dont ce salon. Mais Daniel va devenir aussi le poseur de grille. Il orchestre, hein, il pose la grille des décors et il va inviter ses amis à peindre, hein, à venir. Il y a notamment Barthélemy Mène qui réalise un médaillon ici, un paysage, qui est un de ses amis, c'est un peintre genevois, aussi formé à Paris, qui vient avec ses élèves. Mais il y a aussi des peintres français comme Salzmann qui vient d'Alsace, il y a Baron, Leleu, et plus tard, en 1850, il y a aussi leur ami Jean-Baptiste Camille Corot qui vient au château pour peindre, à commencer par ce grand médaillon qui répond à celui de son ami Barthélemy Mène, qui est un paysage non pas toujours réaliste, mais souvent un peu imaginé, autour duquel il suspend deux éléments, un verre de vin et une pipe. Donc on voit vraiment le plaisir qu'ont ces artistes à venir à Gruyère et à passer, aujourd'hui on dirait un petit peu passer du bon temps, ils s'amusaient beaucoup, comme le racontent les carnets. Et il est venu encore 5 années plus tard pour réaliser d'autres médaillons qui sont dans l'embrasure de la fenêtre. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de conserver 4 peintures de Jean-Baptiste Camille Corot réalisées pour cet emplacement et qui sont restées en place, ce qui est une grande rareté. Donc d'un côté, nous avons le réaménagement, la mise en confort du lieu, et puis il y avait une autre volonté des frères Bovy, et surtout de Daniel, c'était de retrouver la gloire des comtes de Gruyère, cette période-là. Et ils se sont vraiment démenés pour trouver un ensemble de pièces de mobilier médiéval pour reconstituer des décors. La volonté était vraiment de revenir à l'âge d'or des comtes de Gruyère en créant plusieurs pièces, plusieurs décors qui sont aujourd'hui disparus, sauf une que je vous montrerai après. Il y avait la salle du comte, la chambre du comte, la chambre de la comtesse et la chambre de la belle Luce, hein, qui n'existent plus aujourd'hui, mais nous avons le mobilier ici. C'est un mobilier qui a été acheté par les frères, hein, partiellement dans la région, donc vraiment en allant puiser chez des antiquaires, dans des anciens couvents, dans des monastères. Ils ont eu la main heureuse, ils ont notamment acheté ce siège, qui est un siège qui probablement a appartenu à un comte de Gruyère, à Jean II, c'est l'avant-dernier comte de Gruyère, mais aussi des éléments de lit du XVe siècle, des tables, des crédences. Par contre, pour les tapisseries, ils ont dû aller jusqu'à Paris. Donc ça, il n'y en avait pas beaucoup de disponibles dans la région. Mais c'est grâce à ça que nous avons aujourd'hui un château qui est rempli par un mobilier historique. C'est grâce à ces frères qui ont voulu créer ces décors. Ils se sont occupés des décors, mais ils se sont aussi occupés des extérieurs. Alors ça, c'est ce que je vous invite à venir découvrir. On va aller dans un endroit que nos visiteurs adorent découvrir, c'est le balcon. Le balcon du château. Alors je vous parlais du jardin, parce qu'effectivement,
La famille Bovy et leurs cousins, les Balland, qui ont ensuite repris le château, ont aménagé l'intérieur, mais ils ont aussi aménagé l'extérieur. Et à cette époque, c'est le retour du jardin français. Et à Gruyère, ils souhaitent installer leur jardin français. Donc c'est un très beau parterre géométrique qu'ils installent ici autour de 1900. Et petite histoire assez drôle, à l'époque, on ne trouve pas vraiment de fleurs décoratives dans la région. Donc pour faire décorer les massifs de plantes colorées, ils font en fait venir des fleurs de Genève pour décorer ici à Gruyère. Tout autour des remparts qui datent du XVe siècle, ils installent aussi des arbres fruitiers. Aujourd'hui, on a encore tous les poiriers que vous pouvez découvrir au pied des remparts à l'intérieur. Et on sait que ce jardin était vraiment utilisé pour se délasser, pour profiter, passer un bon moment, mais aussi pour travailler. Donc les carnets du château racontent que tel ou tel peintre est installé au jardin pour peindre un paysage. Pour la petite histoire aussi, c'est à cette époque-là qu'est inventé le tube de peinture. Donc on n'est plus obligé de peindre dans un atelier, on peut vraiment transporter la peinture dehors et peindre à l'extérieur. Donc ça, c'est une des particularités qu'on voit aussi à Gruyère. Souvent, les travaux sont exécutés de manière très rapide, de manière très, très simple. Donc les familles Balland, je vous en parlais, et il y a surtout un de ses représentants qui est très important pour le château, c'est Émile. Je vous montre ici, nous avons en fait un guide du château, parce que le château est vraiment visité depuis la fin du 19e siècle. Ce n'est pas un château qu'on le visite depuis vraiment très très longtemps. Alors qu'il est encore propriété de la famille, il est déjà ouvert au public. Des guides touristiques français, allemands, anglais de la fin du 19e racontent déjà l'étape Gruyère. Et ils racontent le château des Comtes, ils l'appellent souvent d'ailleurs le Castel des Comtes, un petit archaïsme comme ça sympathique, et ils parlent de la salle des chevaliers. Mais on sait, par exemple, à la fin du 19e, que Émile Balland, propriétaire, rédige ou fait rédiger, on ne sait pas exactement, le premier guide du château, le premier guide de visite, qui raconte souvent l'histoire des contes d'une manière un peu légendaire et qui évoque des décors du château. Émile, d'ailleurs, c'est lui. Il est représenté dans cette salle. C'est ce monsieur à barbichette, assis sur ce banc, au milieu du village suisse. Alors, qu'est-ce que le village suisse? C'est en fait une partie de l'exposition nationale suisse qui s'est tenue à Genève en 1896, pendant laquelle, en fait, dans ce village suisse, le comité d'organisation a décidé de représenter les 4 coins de la Suisse en un endroit concentré. Donc, ils ont fait reproduire des architectures régionales des différents cantons suisses à Genève même. Et Émile, qui faisait partie du comité d'organisation, a fait une part belle quand même à Gruyère et à sa mythologie. On sait que les créneaux de la cité de Gruyère étaient représentés à Genève, que la maison de Chalamala, qui est une maison célèbre médiévale de Gruyère, est complètement reconstruite, la façade en tout cas, à Genève, et que les visiteurs y vont beaucoup. C'est la taverne fribourgeoise en fait aussi à l'époque, donc beaucoup de gens s'y rendent. Et les peintres qui travaillent à Gruyère, qui sont aussi actifs à Genève, travaillent au décor de ces différents espaces pendant l'exposition universelle. Alors là, on va monter un tout petit peu plus haut dans l'étage. On va retrouver Antoine le graveur. On va faire un petit passage quand même dans la salle de musique. La salle de musique est une évocation surtout de la famille aussi Bovy et Balland. Un de ses représentants, Charles Bovy-Lisberg, était compositeur et était passé entre les mains de Chopin notamment. Donc ça a été un élève de Chopin. Donc ici, on sait qu'au château, il y avait beaucoup de soirées musicales, théâtrales qui s'organisaient très régulièrement. Là, nous rentrons en fait dans le salon Furet, qui est en fait un exemple de décor réalisé par la deuxième génération d'artistes. Donc, je vous avais parlé de Barthélemy Menn qui venait avec ses élèves. Et parmi ses élèves, il y a notamment Francis ou François Furet, qui signe ici avec un autre peintre, Jules Crony, un décor. Donc, à nouveau un décor réalisé à 4 mains, ici à Gruyère, qui est un décor léger, frais, bucolique, qui fait
une belle place aux fleurs, aux papillons, aux petits animaux, avec un motto « Tout est bien qui finit bien » peint juste à côté du miroir. Mais parmi ces animaux bucoliques, il y a aussi une chose assez drôle, ce sont ces 3 martinets que l'on retrouve ici sur cette porte, mais qui sont surtout, vous le voyez, qui reposent sur des poteaux électriques. Parce qu'on a beau être éloigné de la civilisation, on fait quand même électrifier le château très vite pour le confort. On va poursuivre un peu la visite. Je voulais surtout vous montrer en fait une médaille qui se trouve juste ici pour évoquer l'activité artistique d'Antoine Bovy. Antoine, le 3e frère, est en fait un médailleur. Je vous l'avais dit, hein, tout le monde est actif dans une discipline artistique ou une autre. Lui, il est formé à Paris, il réalise beaucoup de médailles à cette époque-là pour des commémorations officielles, pour des inaugurations, pour des foires, notamment l'ouverture du télégraphe ou des chemins de fer. Mais il est aussi actif, et la famille est active dans la frappe de monnaie à Genève. Et de cette activité, en fait, il va créer une collaboration avec la Banque nationale suisse en 1850. À partir de 1848, la Suisse a une nouvelle constitution et crée, en créant la Banque nationale, le franc suisse. Le franc suisse naît en 1850. Pour cela, la Banque nationale fait appel à des artistes pour dessiner les nouveaux billets ainsi que les pièces. Et Antoine va graver notamment la première pièce de 5 francs, dont nous avons un projet ici coulé en bronze dans cette vitrine, qui est une pièce qui va beaucoup circuler, mais qui va être changée. Aujourd'hui, nous avons une autre figure qui remplace l'allégorie de l'Helvétie ici. En 1874, la Banque nationale décide de renouveler l'imagerie en fait, de la pièce de 2 francs, et c'est Antoine qui réalise ce projet pour la nouvelle pièce de 2 francs en 1874. Et en fait, c'est le projet que nous avons toujours dans nos poches. Donc aujourd'hui encore, cette pièce est en circulation. Les Suisses, on en a toujours un peu dans nos poches. Donc de ces pièces. On a toujours un petit bout de château de Gruyère. Parmi les salles historiques réalisées par Daniel Bovy à l'époque, il nous reste celle-ci, la plus célèbre, la salle des Chevaliers. C'est la salle dont tout le monde parle à partir de la fin du XVIIIe. C'est une salle emblématique, c'est une salle dans laquelle l'artiste a voulu évoquer l'âge d'or des contes de Gruyère et leur histoire, à commencer par la fondation de Gruyère par Gruérius Ier, grand chef vandale qui décide de s'installer à Gruyère alors qu'une grue s'élève dans le ciel rougeoyant et de prendre l'oiseau pour emblème. Et les épisodes se poursuivent sur tout le pourtour de la salle jusqu'à la bataille de Morat, que je vous ai raconté un petit peu avant. Et cette salle est en fait un mélange d'histoire et de mythologie, puisqu'à cette époque, Daniel ne dispose pas d'une histoire de la Gruyère. L'histoire suisse n'est même pas encore écrite, donc il n'y a pas de manuel d'histoire qui existe à cette époque. Donc il puise dans certains écrits d'un fameux pasteur ici, mais il puise aussi dans les légendes de la région. Et ces histoires et légendes vont véritablement se mêler dans le décor de cette salle. Et très souvent encore aujourd'hui pour les gruyériens, c'est véritablement l'histoire qui est écrite sur ces murs-là. Autre chose qu'il fait réaliser par l'ébéniste de Gruyère, Monsieur Ansermo, il utilise, vous vous souvenez peut-être du fauteuil que nous avons vu juste en bas, le fauteuil de Jean II, il est reproduit à nouveau ici, une copie, et en face, de l'autre côté, sur la table, il y a un même siège qui est représenté, mais à la place des armes du comte Jean II de Gruyère, ce sont les armes de la famille Bovy et Ballon qui trônent au centre de ce siège-là. Donc à nouveau, l'ensemble de ce décor est constitué à la fois d'éléments historiques et d'éléments construits, d'éléments mythologiques, pour évoquer, c'est vraiment une évocation de cet âge d'or qui est mis en décor véritablement dans cette salle. Et là, je vous invite à découvrir la dernière salle du château, mais juste avant, tournez un peu la tête, juste là, nous avons cette grande plaque de cheminée avec la date 1550, elle est factice. En fait, elle ne date pas du tout de cette époque-là. Ça fait vraiment partie du décor que crée Daniel Bovy pour nous faire croire que nous sommes dans la salle des contes de Gruyère.
Alors là, nous allons arriver dans la galerie que nous avons consacrée à Auguste Bobovi, qui est un des artistes qui est venu étudier avec un de ses professeurs à Gruyère. Et à Gruyère, dont il réalise un petit paysage que nous avons juste ici dans les années 1866, à Gruyère, il rencontre Zoé. Je vous la présente, elle est juste là. Zoé, elle est peintre également, elle peint sur émail. Elle est douée de toutes les qualités qu'on décrit, dont on qualifie plutôt pardon, les demoiselles Bovy. Et elle est son aînée et il l'épouse à ce moment-là. Ils vont avoir 2 enfants. Nous avons d'ailleurs un grand portrait ici de Valentin, qui va devenir peintre sous le nom d'André Valentin. Et nous avons Daniel, ici, qui est une figure importante à Genève. Il va devenir historien d'art, directeur du Musée Rath à Genève, et il va contribuer à l'écriture de l'histoire de l'art autour de 1900 en Suisse. Auguste Bobovi va avoir beaucoup d'amis à Paris qui le reconnaissent. Nous avons des portraits de ses amis d'ailleurs ici dans cette galerie. Mais lorsqu'il va revenir en Suisse, parce qu'il recherche à retrouver la nature, un peu comme la génération précédente avait fait avec Gruyère, il décide de s'installer dans les Alpes bernoises, à Échy, et il va beaucoup peindre la montagne et les bergers. Et Auguste Bobovi fait partie de ces peintres qui, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, vont élaborer toute une imagerie, toute une iconographie typiquement helvétique. C'est à ce moment-là que se constituent des identités nationales en Europe, on le voit dans les autres pays également, et Auguste va y participer en décrivant ces gestes simples du berger. Ce tableau fait partie d'ailleurs d'une série consacrée au berger. Ici, c'est le berger qui regarde l'horizon, mais il y a aussi le lioba, donc c'est le berger qui appelle ses vaches. Il y a aussi le combat des bergers. Donc c'est tous ces gestes qui sont vraiment valorisés, ces gestes primitifs de retour un petit peu aux sources. Là maintenant, on va sortir proprement du château pour aller sur ces galeries. Et là, on est vraiment dans les galeries de l'époque baïvale. Donc on le sait, puisque les boiseries et une grande partie des tuiles datent encore de cette époque-là, les baillis avaient reconstruit à un moment ces galeries en bois pour pouvoir faire le tour du château. On sait qu'elles ont été construites à la fin du XVIe siècle, puisqu'on a un double cadran solaire juste ici qui nous indique la date de 1559, cadran devenu inutile suite à la construction de cette couverture. Et nous allons maintenant descendre pour aller dans la cour. Alors aujourd'hui, on retrouve encore des canons du 19e siècle. Avant de quitter le château, il faut quand même passer par le jardin parce que la vue est imprenable sur la région. Donc suivez-moi, on va prendre la petite porte par laquelle on est arrivé. Pour ensuite en fait rentrer dans le jardin que nous avons pu voir depuis le balcon. Alors on arrive vraiment à la fin de l'été, on a encore toutes les fleurs. Bientôt on va un petit peu les changer et le préparer bientôt pour l'hiver. Moi je vous quitte maintenant et je vous remercie pour votre visite et je vous dis à tout bientôt.